Je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'agrégation du droit public en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que les membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. En 1980, nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est-à-dire avec la Corée du Sud. C'est-à-dire ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Et vous voyez bien que nous avons régressé. Je suis entré au gouvernement à la demande du gouvernement. C'est-à-dire sur une démarche du gouvernement. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à diverses occasions et que certains ne veulent pas entendre. Je suis entré au gouvernement parce que dans votre vie, il vient toujours un moment où vous devez arbitrer entre des postures politiques, voire des convictions politiques et le pays. Vous pouvez dire par posture que vous refusez d'entrer dans ce gouvernement-là, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Cameroun ou votre posture politique? Le plus simple aurait été de démontrer que, étant au gouvernement, j'ai pris un seul centime qui ne me revenait pas d'après la législation. C'est-à-dire, j'ai pris plus que mon salaire. Je peux m'enorgueillir d'être parmi quelques Camerounais, et peut-être ne sont-ils pas très nombreux, d'être entré au gouvernement et d'en être sorti sans qu'on me poursuive pour détournement des deniers publics, sans qu'on me poursuive pour quoi que ce soit. Les gens oublient qu'avant d'être au gouvernement, j'ai été doyen de la faculté de droit pendant 6 ans. J'ai géré la faculté de droit à un moment où elle était par terre. J'ai trouvé la faculté de droit par terre. Les diplômes de notre faculté de droit et sciences politiques n'étaient plus reconnus à l'étranger à leur niveau. Un jeune partait d'ici avec sa maîtrise et on le rétrogradait et il commençait en 2e année ou en 3e année. Dans les meilleurs des cas, oui, ça variait selon le pays. Nous avons remis la faculté en marche et remis le niveau de la faculté au niveau international. Mais personne ne dit que pendant cette période, où d'ailleurs nous travaillions, j'allais dire, en nous arrachant les ongles parce qu'il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, j'ai distrait un seul centime. C'est pareil lorsque je suis passé au ministère de la Justice. Donc on est entré parce que nous avions une mission au ministère de la Justice. Je peux vous assurer, Valérie, les activités courantes du ministère de la Justice, quand j'y étais, j'étais en charge de la législation, dont on rédigeait les textes, des droits de l'homme. Tout ce qui est droits de l'homme, c'est une direction qu'on a créée. Nous avons été de ceux qui ont plaidé pour qu'on crée cette direction, parce qu'il y avait vraiment une question de droits de l'homme et nous voulions qu'on soit plus regardant là-dessus. Et la 3e direction était la direction des professions judiciaires. Donc, quand vous entrez, mais ça c'était à côté de la mission principale qui m'était confiée, qui était de m'occuper de la mise en application de l'arrêt dans l'affaire Bakassi. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, notamment quand j'étais doyen, j'ai conduit des délégations techniques. Mais il s'est dit, notamment du côté de la partie adverse, le Nigeria, et à juste raison, mais pourquoi ce monsieur-là conduit et signe les documents en quelle qualité? J'étais doyen, mais je ne peux pas engager un gouvernement. Et donc, je pense que cela a joué dans mon appel au gouvernement. Donc, moi, j'y vais et j'ai continué du mieux que je pouvais à mettre mes modestes compétences au service de la nation camerounaise avec la plus grande fierté. Je crois, en tant que Camerounais, mon séjour sur Terre, c'est une des contributions dont je suis le plus fier. D'avoir préservé, contribué à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. La sortie, c'est lié. L'entrée était motivée, à mon sens, par le dossier Bakassi. Ma sortie est motivée par le dossier Bakassi. Je sors quand j'ai complété, quand j'ai fini le travail sur le dossier Bakassi. Je vous signale. Oui, déjà on a gain de cause devant la Cour internationale de justice
le 10 octobre 2002. Mais moi, je ne démissionnerai qu'en 2011, novembre 2011, comme vous le savez. Et donc, quand même. Vous êtes resté longtemps avant de démissionner. Non, ben j'étais pas au gouvernement depuis 2022. Je suis entré au gouvernement fin 2004. 2004, ok. Donc, donc je ne suis pas entré au gouvernement en 2002, pardon, mais fin 2004. Mais ce n'était pas peu. Mon séjour au gouvernement n'a pas été court. Je ne fuis pas. Ça a été 7 ans. Ouais. Donc, ce n'est pas peu. Pas peu. Voilà, donc on acquiert aussi beaucoup d'expérience grâce à cela. Donc, quand je démissionne, c'est que je rentre de New York, où j'ai eu une dernière réunion, séance de travail, entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la partie nigériane, nous, Camerounais, délégation camerounaise, dont j'avais la conduite sur le plan technique, et la délégation nigériane, tout cela avec le secrétaire général des Nations Unies. On a adopté les derniers documents, qui étaient effectivement le document qui donnait les coordonnées de toutes les bornes qu'il fallait implanter. Donc ça, mon travail était fini parce que l'implantation des bornes, c'est un travail physique, matériel. Il faut aller creuser et construire les bornes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pensé que mon travail sur ce dossier crucial, sur ce dossier en fait qui fait appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais, était terminé. Et donc, j'ai quitté le gouvernement. Dernière chose. Si on vous dit, il y avait quoi avant? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y avait quoi avant? Sur le plan politique, je vous dirais qu'il y avait un système extrêmement autoritaire, dictatorial même. Je dirais même avec des tendances totalitaires, parce que c'était un système sous-tendu par un parti unique. Donc, même le peu de liberté d'expression que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Mais quand on regarde aujourd'hui et qu'on fait la comparaison, en termes, si vous voulez, de violence politique, je ne suis pas sûr que ce régime-là, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, ait été plus violent que le régime actuel. Sur le plan économique, et notamment sur le plan de l'industrialisation, je crois qu'il y avait énormément de choses avant. Permettez-moi de vous dire que on appelait à l'époque des provinces, toutes les provinces, il y en avait 7. Avant qu'on ait aux 10 régions aujourd'hui, il y en avait 7. C'était le Grand Nord qui était une région. Exactement. Ce qu'on appelle l'extrême nord. Nord Adamawa, c'était effectivement une seule province. Et toutes les provinces du Cameroun avaient une grande société de développement. C'est-à-dire Sodekao, Soderim, Sodekoto. Il y avait un projet agricole à Sanchou. Voilà. Donc il y avait des projets de développement rural dans tout le pays. Sur le plan industriel, est-ce que les jeunes savent que nous avons fabriqué les motos avant les Chinois? On fabriquait, on montait les motos ici au Cameroun. Oui, les Chinois étaient encore à vélo. Nous, la maison du site faisait les vélos, les vélos Solex qui avaient un moteur, et puis les motos bébés. Ça s'appelait bébé. C'était fait au Cameroun? C'était fait au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les carreaux ici au Cameroun avec Sericam? Est-ce que vous savez que nous étions l'un des rares pays en Afrique subsaharienne à faire de l'électronique avec Équatorial Électronique? L'usine était sur le boulevard qui passe devant l'hôtel Aqua, sur la droite comme ça. Vous comprenez? Et je peux continuer. Donc il y avait vraiment, et ce n'est pas pour rien que nous étions donc justement un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure, parce qu'on avait une base industrielle solide. Sur le plan des transports, aujourd'hui les jeunes, pour ceux qui tentent l'aventure de l'immigration, c'est quand ils arrivent à l'étranger qu'ils savent comment on prend un bus pour marcher dans la ville. Non, au Cameroun, il y avait les bus comme en Europe, comme en Occident, où on compostait le billet. J'ai connu la Sotuc quand même. Voilà, la Sotuc. Ça fait que je suis plus très jeune. À un moment donné, les gens s'attendent à ce que les artistes aussi soient les porte-paroles, j'allais dire, ou en tout cas les porte-voix de la société profonde, de la société réelle. Comment voulez-vous? Des millions de gens vous acclament. Mais ils sont dans la détresse et vous ne dites rien. Ou plutôt, parfois, vous donnez l'impression que vous êtes copain avec ceux qui créent cette voilà, sont responsables de leur malheur. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Copo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou discourtois vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monon Diana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle.
Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté bassement. On a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Encore une fois, je voudrais que des artistes plus nombreux appellent à l'apaisement de la scène politique. Nous avons essayé de marcher, nous a arrêtés par centaines, par milliers pour mettre en prison. Ce sont des militants même d'autres partis politiques dits de l'opposition qui allaient dénoncer là où se cachaient les militants du MRC qui avaient échappé à la police. Vous m'avez déjà entendu m'exprimer là-dessus. Oui. Vous êtes quand même le président de Facebook, donc je pense que vous avez forcément vu ce clash. Ouais. Donc moi, Maurice Kamto, le premier vice-président s'appelle Mamadou Mota, il est de l'extrême nord de Tokombéré. La deuxième vice-présidente est Mme Tyriane Balbine Noah, elle est du centre de la Mefou à Kono. Le troisième vice-président est Maître Emmanuel Sim. Il est du littoral, même s'il est, de Yingui. Même si on peut aussi le rattacher au Mbam. Okay. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente est Mme Aïssatou Sadou, du nord. Elle est de Garoua. Le trésorier national, il est en prison. Mais celui qui fait fonction de trésorier national aujourd'hui, c'est Dr Oko Apollinaire. Il est du sud. Le secrétaire général est Barrister Ndong Christopher, Chief Barrister Ndong Christopher. Il est chef traditionnel du nord-ouest de Woum. C'est Bamileke, hein? Tout ça là, c'est Bamileke. Ceux qui lancent cette idée, le MRC est un parti tribaliste, ce sont les soutiens du RDPC. Et croyez-moi, ils n'avaient pas mon âge, ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui dans un pays que l'on appelle le Cameroun indépendant. Oumniobé et Ernest Ouandé sont les seuls à avoir atteint la cinquantaine avant de mourir. Osende Afana, premier docteur en sciences économiques en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, premier docteur, est mort, je crois, à 29, 28 ans, avant 30 ans, en tout cas autour de 30 ans. Docteur Moumier, président de l'UPC, est mort à 30 ans, à Genève, empoisonné. Quand on exécute Ernest Ouandé à Bafoussam, les gars qui sont avec lui, Wambo Le Courant et Fossin Raphaël, ils ont 26 ans, 27 ans, 28 ans. C'était l'engagement politique. C'était des convictions politiques fermes, parce qu'ils aimaient leur pays, parce qu'ils rêvaient d'un autre pays. Et je peux vous dire que leur lutte a amené le premier président de la République à revoir lui-même ses options, même sur le plan du développement. Il vaut mieux que ça. Si mon objectif, le seul objectif que je poursuis en entrant en politique, était de promouvoir une ethnie, je ne dis même pas la mienne, quelque ethnie que ce soit, croyez-moi, je me tiendrai le plus loin de cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et je mets quiconque au défi. Depuis que Kamto existe, qu'on cherche, même avant que je n'entre dans la politique, qu'on cherche dans mes écrits, dans mes propos, même en conversation privée, là où je n'ai jamais tenu un propos tribaliste. On est allé jusqu'à vous dire un jour que j'ai traité nos frères et compatriotes du septentrion de Mouton que j'ai refusé d'aller enseigner là-bas. Qui a ouvert la faculté de droit et sciences juridiques au Gandéré, c'est moi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, et j'ai dit que non. Dans ce cas, je refuse. Bon, parce que j'ai le droit de refuser une nomination. On dit que bon, tu vas aller quand même là-bas parce que tu es fonctionnaire de l'État. J'y suis allé. J'ai ouvert la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré avec André Tienche qui est mort maintenant. Lui, il était privatiste, moi je suis publiciste. Mais j'étais plus gradé parce que j'étais agrégé. J'étais professeur agrégé. J'étais le seul agrégé de droit public en exercice à l'université. Tous les autres étaient dans le gouvernement, que ce soit feu le professeur Ona, qui fut mon maître à l'université de Yaoundé, le professeur Conchou ou d'autres, ils étaient dans le gouvernement. Donc, en exercice à l'université, il n'y avait que moi. Mais on n'a même pas pu me nommer doyen, on m'a nommé vice d'un doyen qui n'existait pas. Bon, donc, j'ai non seulement ouvert la faculté de droit, j'ai enseigné pratiquement toutes les matières de droit public. D'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Ngaoundéré quand l'affaire Bakassi commence. Ah. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça.
Et ce que vous ne savez pas, et je vais vous le révéler sur votre plateau aujourd'hui, je vais en mission dans le cadre de cette affaire nationale. Vous pouvez imaginer un citoyen camerounais qui est mis en mission par la présidence de la République. Et on est resté dehors, derrière, faire un conseil de discipline pour me suspendre de l'université. Ah, Ah oui, ok. Feu le professeur Georges Ngango, paix à son âme, était tellement choqué qu'il s'est auto-constitué avocat pour aller me défendre, puisque j'étais même absent, de sa propre initiative. Et il est arrivé d'ailleurs là-bas, on lui a manqué du respect. Je vous parle d'une époque dont les acteurs sont tous encore vivants. Il faut qu'on arrête. On peut dire qu'on n'aime pas Kamto, on a tout à fait le droit de le dire. Mais il ne faut pas qu'on couse, enfin, qu'il y ait un tissu de mensonges autour. Vraiment, chacun est libre de... On peut dire, même pour des raisons irrationnelles, on peut ne pas aimer Kamto, c'est tout à fait humain. Mais n'allez pas inventer des histoires, ce n'est pas bon.